Bonjour à toutes et tous. Bonjour à nos invités speakers. Merci à chacune et chacun de vous de trouver le temps de venir nous écouter ce soir. Nous avons l'immense chance d'avoir avec nous deux immenses spécialistes du sujet que nous allons aborder et qui est un sujet majeur, à savoir, est-ce qu'un espoir est encore possible pour juguler le dérèglement climatique et quel chemin suivre pour tenter de rester sur une trajectoire 2 degrés. Nous avons ce soir à nos côtés Claire Tutenuy. Claire est diplômée, ancienne élève de l'École normale supérieure et ingénieure du corps des mines, par ailleurs agrégée de mathématiques et lauréate de l'IEP Paris. Tu as travaillé au début de ta vie professionnelle, Claire, pendant 5 ans au ministère de l'Industrie et ensuite pendant 15 ans dans de grandes entreprises, notamment Veolia dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie, et puis le groupe Airbus. Et depuis 2006, tu diriges l'association EPE, Entreprises pour l'environnement, qui partage la vision de l'environnement comme source de progrès et d'opportunités et qui travaillent ensemble pour mieux le prendre en compte dans leur stratégie et leur gestion courante. À ce titre, tu as écrit ou dirigé un certain nombre de publications et tu es par ailleurs administrateur de la Fondation pour la Nature et l'Homme ainsi que de l'INERIS et de GRDF. Tu as une très bonne connaissance des bonnes pratiques des entreprises dans l'environnement et aussi des difficultés de mise en œuvre de programmes de responsabilité environnementale. Nous sommes très heureux de t'accueillir ce soir. Et puis Fabrice, tu es directeur général délégué de l'ADEME depuis 2014. Comme Claire, tu es ancienne élève de l'École normale supérieure et ingénieure des mines, du corps des mines. Tu as commencé ta carrière professionnelle au sein de la DRIR, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon, en tant qu'adjoint au directeur. Tu as ensuite été directeur du département géothermie du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et directeur de la maîtrise des risques à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs Landrin. Par ailleurs, et pour avoir beaucoup échangé avec toi, tu as une connaissance à la fois encyclopédique et très concrète, très pratique de tous les enjeux environnementaux. Donc, on est également très, très heureux de t'avoir à nos côtés pour cet échange. Nous avons organisé le webinaire ce soir sur ce sujet à la suite d'une séance inaugurale de nos webinaires sur la question de l'évolution du rapport à l'environnement qui nous a conduit à prendre la mesure, enfin nous la connaissions chez Alter Equity, mais qui a conduit nos intervenants à présenter la mesure des dérèglements climatiques et de leur gravité. Et de ce fait, un certain nombre de participants nous ont demandé ensuite, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et dans la combinaison de désir de répondre à cette question et de notre volonté par ces rendez-vous Alter Equity de permettre une meilleure connaissance des enjeux des dérèglements environnementaux, nous avons choisi ce sujet, donc de la question de savoir quel chemin pour une trajectoire 2 degrés. Mais avant d'emprunter ce chemin ou d'essayer de l'emprunter, je pense qu'il est utile, notamment pour les personnes qui n'ont pas participé à ce précédent webinaire, de rappeler quelle est la situation actuelle. Et Claire, peux-tu avoir la gentillesse de nous dire en quelques mots où nous en sommes en matière d'évolution du climat? On n'en est pas exactement là où on voulait être en 2020, là où au moment de l'accord de Paris, on voulait être en 2020. C'est-à-dire qu'on connaît le problème, on sait qu'on a des émissions mondiales de l'ordre de 55 milliards de tonnes équivalent CO2 et que ces émissions devraient diminuer extrêmement rapidement pour atteindre d'ici une trentaine d'années quelque chose qu'on appelle la neutralité carbone, où en gros, on absorbe ce qu'on émet et on n'a plus d'impact sur le climat. On n'est clairement pas sur cette trajectoire. On avait imaginé que 2020 serait un pic des émissions mondiales. Ça sera peut-être un point bas, mais on craint très fort que 2021 ne revoie les émissions augmenter. Et aujourd'hui, par rapport aux études du GIEC, on est au niveau mondial plutôt sur une trajectoire à plus de 3 degrés
une trajectoire à 2 degrés qui est celle de l'accord de Paris. Et ce n'est pas un problème uniquement des grands pays en développement, bien qu'évidemment ils ont une trajectoire plus croissante que celle de la France. En France, on est obligé de remonter le point de départ des trajectoires de la SNBC parce qu'on n'arrive pas à tenir non plus les trajectoires de réduction qui étaient prévues. Donc, on est au-dessus de ce qu'on avait prévu et décidé il y a 5 ans, malgré un objectif de neutralité carbone qui reste sans doute possible. Et les entreprises ont l'optimisme chevillé au corps, donc on veut encore que ce soit possible. Mais clairement, le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est paru hier le dit extrêmement clairement. Il faut accélérer le rythme de transformation écologique, de réduction des émissions, et il faut l'accélérer dans des proportions tout à fait considérables, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de le multiplier par 3. À défaut de quoi, les conséquences d'une trajectoire 3 degrés ou 4 degrés sont des zones devenant tout à fait invivables du fait de la température. Un mois à 50 degrés, je ne pense pas qu'on puisse imaginer vivre là-dedans. Il y a donc des impacts en termes de santé publique, il y a des maladies qu'on voit remonter beaucoup plus vite, et je ne parle pas de la Covid, mais on voit remonter des moustiques tigres ou des maladies qui n'étaient pas dans certaines régions. On voit des parasites également pour les écosystèmes. La forêt canadienne voit des centaines de milliers d'hectares chaque année détruits par des maladies venues du sud. Il y a des impacts sur l'agriculture. Et les impacts sur l'agriculture, évidemment, sont le résultat de sécheresses ou d'autres catastrophes climatiques. Il y a des impacts sur les villes. Le niveau de l'eau monte et il y a 12 plus grandes, sur les 12 plus grandes villes mondiales, il y en a 10 qui sont à moins d'1 mètre d'altitude, donc ils seront affectés de façon profonde par la montée des eaux qui est prévue. Et puis après, il y a des risques encore plus importants qui sont des risques de divergence. C'est-à-dire que pourquoi on dit 2 degrés? Parce qu'au-delà de 2 degrés, on n'est pas sûr de savoir modéliser le climat. À 3 degrés, est-ce que l'Amazonie se transforme en steppe? Et si elle se transforme en steppe, qui va faire le puits de carbone qu'elle représente et qui aujourd'hui aide à ce que la température n'ait pas divergé? Donc on se met à avoir des phénomènes de discontinuité de cet ordre-là, du Gulf Stream qui se retourne, et là on ne sait plus vraiment modéliser, et donc ce qu'on sait c'est que c'est juste pas agréable du tout, c'est vital, il y a des morts massives. Donc avant d'en arriver là, il est encore temps de bouger, et merci Fanny d'avoir organisé ce webinaire. C'était la séquence catastrophisme, mais malheureusement, cette séquence est réaliste et on le voit. Il y a des signes aujourd'hui très concrets du fait qu'on est sorti des trajectoires d'incertitude et de variabilité normale. Merci beaucoup. Est-ce que Fabrice, tu voudrais compléter le propos de Claire, peut-être pour expliquer aussi les phénomènes d'emballement et boucles de rétroaction? Oui, peut-être, Claire a fait un panorama dur mais réaliste, je crois, de la situation. J'aurais juste à ajouter 2 éléments peut-être pour mobiliser un peu les gens. D'abord, premier message, c'est chaque demi-degré supplémentaire compte. Je vous donne un phénomène en particulier. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne. Oui, un phénomène particulier, à plus de degrés, on évalue qu'une année sur 5, la banquise polaire fondra complètement pendant l'été. Une année sur 5. À 1,5 degré, c'est une année tous les siècles. Donc, c'est-à-dire qu'à 1,5 degré, vous avez le pôle Nord qui ressemble à peu près, un peu dégradé à ce qu'il est aujourd'hui. À 2 degrés, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, ça rejoint un peu ces phénomènes de divergence que Claire évoquait. Il y a vraiment un effort à faire. Tout ce qu'on pourra gagner, ça sera gagné. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, c'est que Claire a présenté les enjeux de la nécessité d'aller vers la neutralité carbone, donc pour atténuer le changement climatique. Il faut savoir que tous les phénomènes climatiques ont énormément d'inertie. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour sauver l'habitabilité de la Terre dans la deuxième moitié du siècle. Ça n'aura d'effet qu'à partir de 2040. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Moi, j'ai des enfants, vous avez sans doute aussi. Il faut absolument leur préserver une Terre. Mais d'ici là, il faut aussi qu'on s'adapte parce que de toute façon, les coûts sont partis. Les canicules vont augmenter, les sécheresses aussi. Donc, il faut que nous modifions nos systèmes urbains, nos systèmes agricoles pour être capables de continuer à vivre. On voit qu'une crise comme celle du Covid désorganise la planète entière pendant au moins 1 an, voire 2. Il faut avoir en tête que des crises climatiques
on va en avoir de plus en plus. Il faut s'y préparer, il faut rentrer en résilience parce que sinon, on n'aura plus les moyens d'investir sur l'atténuation. Donc, le deuxième pied pour bien avancer dans la gestion du changement climatique, c'est atténuation et adaptation. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine des émissions? Alors, l'origine des émissions, c'est le CO2 hein, qui est très médiatisé, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre qui contribuent. Donc, on les appelle tous ensemble les gaz à effet de serre. Il y a le méthane, beaucoup émis dans l'agriculture et dans l'extraction des hydrocarbures. Il y en a d'autres, hein, comme le protoxyde d'azote. Tous ces gaz, ils sont émis par les activités humaines. Avant l'homme, il y avait des cycles naturels, ça se régénérait, donc il n'y avait pas de problème. C'est vraiment nos activités humaines qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, c'est chaque secteur d'activité humaine qui contribue aux émissions. Le Haut Conseil pour le climat a publié son rapport pour la France hier. Il rappelle un peu les grandes masses. Et donc, en fait, on a 4 grands secteurs qui contribuent pour la quasi-totalité de nos émissions. Le premier, c'est les transports, 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau français. Hein. Ensuite, vous avez 3 secteurs qui sont à peu près à 20%, un peu moins de 20%. L'agriculture, l'industrie et le bâtiment. Voilà, donc, avec ces 4 grandes masses, vous couvrez un peu l'ensemble des enjeux associés à la gestion de nos émissions. Et donc, c'est sur ces 4 secteurs qu'il va falloir agir et ne pas agir uniquement en pensant il faut qu'on utilise moins de pétrole ou qu'on change du charbon vers l'électricité, parce que ça ne suffit pas. En fait, ce qu'il faut changer, c'est la manière dont nous utilisons nos biens de production, la manière dont nous vivons, nous déplaçons, nous consommons, nous mangeons. En fait, c'est tout ça qui est concerné. Alors, si on veut rentrer un peu dans le détail par grand secteur, je laisserai Claire parler des transports, qui est le plus gros. Moi, je vais vous parler du secteur bâtiment. Et quand on touche le secteur bâtiment, c'est-à-dire la manière dont on se loge, les endroits où on travaille, parce que le bâtiment, c'est aussi tout le secteur tertiaire. Et avec ça est embarquée toute la question de la gestion de nos espaces. Comment est-ce qu'on aménage le territoire? Quelles formes ont nos villes? Quelles formes ont nos campagnes? Et ces interactions qui vont être très importantes pour définir un peu le métabolisme un peu de nos vies quotidiennes et par conséquent aussi nos émissions de gaz à effet de serre. Sur le secteur du bâtiment, qui consomme près de la moitié de l'énergie. Alors, c'est de l'énergie qui est assez peu carbonée parce que c'est beaucoup d'électricité, mais c'est quand même près de la moitié de l'énergie qu'on consomme en France. Donc, c'est vraiment massif. On voit qu'on n'a pas d'autre solution que de rentrer dans des chantiers énormes, d'abord de rénovation. Il faut qu'on rénove nos logements. On a des passoires thermiques, des vieux logements où, à l'époque où l'énergie était facile. On ne s'occupait pas d'isoler les logements, on ne s'occupait pas de l'efficacité énergétique. Il faut se lancer dans un chantier de rénovation. C'est très compliqué parce que ça veut dire aller voir les gens dans leur maison pour leur dire il faut que vous changiez vos fenêtres, votre toiture, etc. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ça fait une dizaine d'années que le gouvernement pousse des plans de rénovation, essaie de mettre en place des mesures financières d'accompagnement. On n'a pas trouvé la martingale, on progresse, mais il faut qu'on dépasse les 500 000 logements par an. On aille même assez rapidement vers les 700 000 et aujourd'hui, on est plutôt à 400 000. Donc, un gros travail à faire sur la rénovation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Il faut aussi qu'on revoie la manière dont on construit. On ne peut pas continuer à étaler nos villes. On ne peut pas continuer à étaler nos villes parce que ça artificialise les sols, c'est-à-dire qu'on est en train de geler des surfaces avec du goudron, du béton, et ça pousse la nature hors des villes. Ça diminue nos stocks de carbone que sont les sols. Et donc, il faut qu'on refasse des villes plus compactes, qu'on réinvente aussi l'imbrication des zones d'habitation, des zones de loisirs et des zones de travail. Aujourd'hui, quand on a des gens qui habitent à 50 km de leur lieu de travail, on crée des gens malheureux, on crée des cassures sociales. Et donc, en réinventant nos villes, en allant vers quelque chose qui n'est pas complètement intuitif, c'est-à-dire, nous on dit il faut absolument qu'aujourd'hui, on fasse plus de logements collectifs que de logements individuels, alors que tout Français moyen dit moi je veux avoir ma maison avec mon petit bout de jardin. Et bien en fait, il se trouve que collectivement, ça fabrique des émissions de gaz à effet de serre et ça fabrique plutôt de la misère sociale. Si on refait des villes plus compactes, avec des cadres de vie sympathiques, avec de la verdure en ville, avec des commerces à proximité, avec de la culture à proximité et avec du travail à proximité, on peut recréer quelque chose de plus sobre, qui utilise moins de béton, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de surface, donc moins d'artificialisation, et qui sera globalement plus positif. Donc voilà, ce premier chantier sur le bâtiment et la ville,
il est énorme, mais les autres le sont aussi, hein. Je parle rapidement d'un autre secteur qui est celui de l'agriculture, qui devra aussi évoluer. L'agriculture, elle émet des gaz à effet de serre au travers de l'alimentation finalement, parce que le principal rôle de l'agriculture, c'est de nous nourrir. Et là, il va falloir aussi qu'on travaille sur la manière dont on se nourrit. On ne peut pas continuer à surconsommer de l'alimentation, puisqu'on a trop d'apports en fait, énergétiques et protéiques dans notre alimentation. Il faut qu'on fasse un effort pour réduire un peu nos assiettes. Avant de réduire nos assiettes, qu'on diminue le gaspillage alimentaire, hein. Sur la chaîne entre la production agricole et ce qu'il y a dans nos assiettes, on perd 20 à 30% de la matière. Donc, c'est énorme. Colossal. Et donc, il y a vraiment des marges de manœuvre très importantes. Il faut aussi qu'on rééquilibre les protéines animales par rapport aux protéines végétales. Je le dis plus brutalement, il faut manger moins de viande et de la viande de meilleure qualité. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à être flexitariens et comprennent qu'on ne peut pas manger de la viande tous les midis ou tous les soirs. 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Et il faut privilégier de la viande d'animaux qui ont été élevés, pas de manière industrielle, parce que l'élevage industriel, c'est l'importation de soja, c'est-à-dire que c'est de la destruction de forêts dans des pays comme le Brésil ou en Asie. C'est des émissions de gaz à effet de serre au moment du transport, de l'élevage des bêtes. Alors que si vous avez des bêtes qui sont en pâturage, elles contribuent au stock de carbone que constituent les prairies. Voilà. Donc, il faut aussi là qu'on change complètement notre vision de l'alimentation. Et le système agricole productif, lui, doit aussi évoluer, c'est-à-dire aller vers l'agroécologie. On voit que le bio intéresse de plus en plus les gens, mais il faut que nos surfaces bio s'étendent beaucoup plus. On est aujourd'hui à 9% des surfaces, mais il faut qu'on arrive à 20-30%, et surtout que le reste des surfaces passe d'une agriculture trop intensive, trop consommatrice de phytosanitaires, d'engrais, vers une agriculture basée sur des cycles plus proches de la nature. On parle notamment d'agroforesterie. Quand vous mettez des arbres au milieu des champs, ça crée des synergies parce que ça fait de l'ombrage, ça fait de l'humus, ça permet à des bactéries de venir se développer qui protègent aussi des nuisibles. Donc, voilà, il y a des systèmes agricoles à réinventer qui vont permettre que l'agriculture soit aussi un contributeur fort à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je m'arrête là pour ces descriptions des secteurs, on pourrait y passer des heures. Hein. Oui, merci beaucoup. Claire, peux-tu nous parler des origines des émissions dans les transports, comme l'évoquait Fabrice, peut-être aussi l'énergie, l'industrie, le tertiaire? Oui, bien sûr. Donc, dans les transports, clairement, c'est le moteur à essence et diesel, hein, les deux. Tout ce qui est essence et carburant fossile. Et donc, effectivement, il y a des solutions et les solutions sont… Il n'y a pas de solution magique. C'est comme ce qu'a dit Fabrice sur le logement, il faut faire beaucoup de choses. Et la première, c'est qu'il faut faire déjà moins de mobilité contrainte. Donc, ça rejoint ce qu'il a dit en termes d'artificialisation des sols, d'étalement urbain. Ramener les gens plus près des centres-villes, c'est économiser du transport forcé, ce qui est bon pour l'économie et bon pour leur temps également, la gestion du temps. Donc, moins de mobilité contrainte, un rapprochement de l'activité du domicile. La deuxième solution, c'est une fois qu'on a fait ça, quand on a fait ça, il y a aussi plus de collectifs et plus de mobilité douce. Les transports en commun, ça ne peut pas être viable économiquement dans des villes étalées. Donc, la ville étalée veut dire voiture. Et en revanche, le vélo est pratique dans des villes denses. Et les transports en commun sont rentables. Et puis, le troisième recours, c'est, parce qu'on ne va pas tous être à pied que dans des villages, c'est l'électrification. Et l'électrification, c'est la voiture électrique, le vélo électrique. Et puis, pour le camion, c'est plus compliqué. Il y a le train, évidemment, dans l'électricité. Mais sur le fret, qui reste un problème, parce que les voitures électriques, il y a un problème de batterie. Il y a une autre façon de faire de l'électrique, qui est de faire de l'électrique à pile à combustible, à hydrogène. Et donc, c'est plus compliqué, c'est plus cher que les solutions, évidemment, d'aujourd'hui. Mais on est en train de développer petit à petit des solutions techniques qui savent remplir les fonctions que remplissent aujourd'hui les fossiles. Sur les transports, on voit comment on pourrait pratiquement éliminer complètement les fossiles. Sur l'énergie et l'industrie, sur l'industrie, là encore, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est évidemment l'électrification comme dans les transports. Il y en a une deuxième qui est systémique et qui s'appelle l'économie circulaire. L'économie de fonctionnalité, où on produit moins de biens, moins de produits, on les utilise mieux et plus collectivement. Évidemment, on gère les déchets et on recycle les déchets.
Donc, tout ça permet de réduire les quantités de matière pour un même service apporté, soit aux entreprises, soit aux consommateurs. Et puis, le sujet de l'énergie est un sujet qui est devenu presque facile en France, puisqu'effectivement, on a, le sujet de l'électricité est un sujet qui est à peu près résolu en France, puisqu'on a une énergie décarbonée qui est le nucléaire. Le sujet de l'énergie n'est pas du tout aussi simple, puisque l'énergie, c'est l'ensemble des fossiles, et qu'aujourd'hui, on va passer à l'électricité largement, mais on a quand même un gros enjeu de substitution pour les usages chaleur, de comment on fait. Et donc, on a un certain nombre de techniques qui peuvent être le biogaz, qui peuvent être la biomasse, qui peuvent être donc les énergies renouvelables, bien entendu, avec des nouveaux problèmes qui apparaissent une fois qu'on se pose sur ces solutions-là, qui sont la quantité limitée de biomasse dont on dispose en France. On ne va pas couvrir la France de forêt pour l'exploiter à destination de tous ces usages. Dans l'industrie, il y a aussi les biomatériaux, le bois en construction ou en mobilier, etc. Donc, on n'a pas assez de biomasse pour tout le monde. Donc, de toute façon, je vais mentionner une étude qu'on a fait paraître l'année dernière, au mois de mai 2019, qui s'appelle ZEN 2050. Il y a un petit jeu de mots, comme vous voyez. ZEN, c'est pour zéro émission nette. C'est donc imaginer et construire une France neutre en carbone et qui estime que oui, c'est possible avec la mise en œuvre de toutes ces solutions, mais qui a fait apparaître, le fait de rassembler toutes ces solutions a fait apparaître le fait que si on voulait vraiment se passer des fossiles, il fallait quand même gérer la biomasse de façon extrêmement précise parce qu'il n'y en avait vraiment pas assez pour tout le monde. Et donc, tout le monde se dit, je vais avoir du biogaz, ou je vais avoir de la biomasse, ou je vais avoir des biocarburants. Il n'y a pas assez de bio pour satisfaire toutes ces roadmaps. Donc, il y a un effort d'économie, d'efficacité des systèmes absolument considérable à faire. Et donc, on imagine que la consommation d'énergie finale, pour que ce soit possible, doit être à peu près divisée par 2. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croissance économique, mais ce n'est pas vraiment la même. Donc voilà, il y a des solutions envisageables, il n'y en a pas de facile. Il y a un élément j'attire votre attention sur le fait que cette prospective, cette exploration qu'ont fait les entreprises est extrêmement cohérente avec d'une part les pistes qu'ont trouvées les citoyens tout seuls. Ils ont entendu des experts, mais pas les mêmes, ils ont réfléchi entre eux. Ce qu'ils décrivent ressemble énormément à ZEN 2050 qui ne leur a pas été présenté et ressemble beaucoup à la SNBC aussi qui leur a été présentée. Et je veux dire qu'ils ont cherché toutes les solutions. Ils ont cherché comment on pouvait faire différemment. Et il y a malheureusement, ou heureusement, heureusement, il y a une grande convergence entre ces panels de solutions. Malheureusement, on ne sait pas faire sans mettre en œuvre absolument toutes ces solutions aussi. Donc, on n'a pas d'échappatoire, il faut rentrer dans ces logiques qui sont beaucoup plus ambitieuses que tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour maîtriser les émissions. Merci beaucoup, Claire. Fabrice, voudrais-tu faire un commentaire en conclusion sur la gravité de la situation? D'abord, pour dire que Claire mentionnait différents exercices de prospective, ce qu'a fait EPE avec ZEN 2050, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui trace aussi des trajectoires jusqu'en 2050. L'ADEME a fait aussi des exercices prospectifs. Effectivement, je pense qu'ils se rejoignent tous sur un point, c'est qu'on ne peut négliger aucun levier compte tenu de l'urgence et de l'ampleur de l'effort à réaliser. Donc, il faut agir vite et fort. Et peut-être que pour comprendre et éviter la panique devant l'ensemble des leviers actionnés, on a besoin de trouver une certaine cohérence, un certain sens à ce qu'on fait. Et je crois qu'il y a une notion qui est celle de sobriété qui est incontournable, qu'on a vu dans les différents secteurs qu'on a évoqués. Quand Claire disait qu'il faut diminuer la mobilité contrainte, quand je disais qu'il fallait que les bâtiments consomment moins, qu'on révise un peu nos modèles alimentaires. En fait, à chaque fois, on doit être obligé de se poser la question du juste besoin. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est en une logique de décroissance. Ça veut dire qu'on raisonne d'abord par le besoin avant de raisonner par une offre surabondante. Et ensuite, cette cohérence, à partir de là, elle doit nous permettre de réinventer et réallouer notre système productif, les temps qu'on passe aussi à différentes activités, pour aller vers une société dont on pense à l'ADEME, dont EPE montre aussi qu'on peut y arriver, qui soit une société sobre, solidaire et prospère. Voilà, ces 3 pieds me paraissent importants et il ne faut pas les opposer.
On ne réussira pas une transition écologique si elle n'est pas solidaire. Et on a besoin d'une prospérité, alors qu'il n'est pas forcément la prospérité mesurée par le PIB aujourd'hui. Mais la France a déjà depuis plusieurs années des indicateurs, des nouveaux indicateurs de richesse qui prennent en compte tout un tas de facteurs environnementaux, sociaux, qui permettent de mesurer une vraie prospérité. Et c'est ça qu'il faut qu'on bâtisse collectivement. Et bien sûr, au moment où on doit basculer dans le nouveau monde, ça complique, ça frotte un peu à certains endroits. On a vu dans le Covid qu'on a arrêté les avions. Depuis le temps que les gens qui prônent une écologie un peu radicale disent qu'il faut arrêter les avions, ben voilà, ils avaient leur… enfin, les avions s'arrêtaient de voler. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'au bout de 2 mois, on a des pans entiers de l'économie française qui s'effondrent, qui peuvent entraîner avec eux la chute de PME sous-traitantes, de faire une explosion du chômage et de se traduire par du malheur, de la misère sociale et de la dégradation économique. Donc, cette cohérence, on est obligé de la mener en disant, bon voilà, comment est-ce qu'on va accompagner une filière comme l'aéronautique dans un modèle qui n'est pas celui du modèle actuel, qui est basé sur une croissance éternelle des kilomètres passagers qui sont emmenés, mais qui n'est pas pour autant un modèle où on dit, bah, écoutez, vous étiez dans le secteur aéronautique, demain vous allez faire la Manche. Ce n'est pas possible de faire ça. Et donc, il faut vraiment qu'on se retrousse les manches et qu'ensemble, on fasse évoluer nos modes de consommation, nos modes de vie et nos modes de production. Merci beaucoup. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Claire, peux-tu nous parler de ce qui est fait à l'international, hors de France? Ce qui est fait à l'international, c'est beaucoup de choses. L'accord de Paris a eu le mérite de reconnaître et de construire sur le fait que chaque pays avait ses problèmes et ses dynamiques de solution. Donc, il a suggéré, enfin, il a acté que chaque pays devait développer sa propre stratégie nationale et Nationally Determined Contributions, NDC, et trouver sa trajectoire de décarbonation. Et clairement, si on prend 2 pays aussi proches géographiquement que la France et l'Allemagne, les trajectoires de décarbonation, elles ont des points communs sur l'automobile, elles ont des points très très différents sur le logement ou sur l'électricité, qui ont des situations différentes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tout le monde devrait faire très vite et qu'il y a quand même un certain attentisme d'un certain nombre de gens qui disent pourquoi moi, pourquoi j'irai plus vite que d'autres, etc. Donc on voit qu'il faut quand même un certain niveau de confiance des États et des acteurs les uns dans les autres pour que tout le monde aille vite. Alors, si certains avaient la tentation de dire « Ah oui, les Français, c'est 1% des émissions mondiales, donc pourquoi se fatiguer à aller plus vite que les autres ?» Il y a plusieurs logiques et plusieurs raisons de le faire. Le premier, c'est que la France est la porteuse de l'accord de Paris. Et donc, à ce titre, les Français ont été mieux informés que les autres. Les entreprises françaises ont été plus actives que beaucoup quand on prend les initiatives. Alors, il y a des initiatives volontaires. Il y en a une qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, qui est un ensemble d'engagements volontaires d'entreprises pour se mettre sur des trajectoires correspondant à peu près à la neutralité carbone en 2050, trajectoire 1,5 degrés. Donc, dans ces entreprises volontaires, il y a une grosse proportion d'entreprises françaises, un peu surreprésentées. Il y a des initiatives qui ont également été extrêmement intéressantes sur le monde financier. Dont vous faites, je crois, largement partie. Ce monde financier a pris conscience du fait que, au niveau du G20, enfin, stabilité financière, que les désastres climatiques, les désordres climatiques étaient de nature à déstabiliser le système économique et financier mondial. Et c'est le cas, c'est des désordres plus graves que ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de se poser cette question. Et donc, on a pris un ensemble de mesures qui aujourd'hui commencent à produire des effets assez significatifs sur les politiques, les stratégies des entreprises. C'est-à-dire que dans le dialogue actionnarial entre les grands actionnaires et les investisseurs institutionnels et les entreprises, la question revient maintenant systématiquement et on commence à voir des pertes de valeur significatives de secteurs qui ne sont pas en transition. La market cap du secteur du charbon a déjà énormément baissé dans les 5 dernières années. La market cap des secteurs pétroliers va, on peut le penser, faire de même dans les années à venir, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On exploite trop de pétrole, on en sort trop, pétrole et gaz, et donc il faut le laisser en terre.
Donc, les gens qui ont des actifs pétroliers, la valeur de ces actifs pétroliers va être réduite fortement. On voit les entreprises de gaz de pétrole non conventionnel aux États-Unis qui commencent à faire faillite. Covid aidant, mais quand même. Ça veut dire que les actionnaires ne font plus confiance pour remettre de l'argent dedans. Donc, on a ces acteurs financiers qui, au niveau international, commencent à bouger, que vous tirez vers l'ambition et qui bougent beaucoup. Après, il y a des faiblesses dans toutes les politiques et comme la France, je vous l'ai dit, ne respecte pas ses propres trajectoires, on a de leçons à donner à personne. Mais en revanche, cette dynamique des entreprises va appeler des politiques. On peut parler par exemple des politiques de prix du carbone qui sont évidemment un signal fort pour le monde économique dans la direction de la décarbonation. Une fois qu'on a mis un prix au carbone, aux émissions. En revanche, ce prix est aujourd'hui très modique. Le prix du marché européen est un ordre de 20 euros. Pour qu'on voit des choses vraiment significatives, il faut passer au-dessus de 100 euros dans l'industrie, au-dessus de 200 euros dans les émissions diffuses. Fabrice confirmera à peu près, mais pour que ça se voit dans le prix de l'essence, il faut être au-dessus du prix de 100 euros la tonne. Donc, ces signaux prix du carbone, aujourd'hui, ils sont compliqués parce qu'on est dans un monde global. S'ils sont dans seulement certains États, il y a une concurrence déloyale, donc il y a une très grande timidité des États à les faire monter, parce que ça a des implications très claires sur la localisation des entreprises et les flux commerciaux. Donc, on a en revanche une demande des entreprises qui va devenir de plus en plus acceptable par l'ensemble du corps social, en réalisant que sans prix du carbone, on ne peut pas faire cette décarbonation. Donc, la pédagogie collective va permettre et le message des entreprises qui demandent des business models qui tiennent debout va appeler des politiques et ces politiques vont être rendues acceptables par le fait que les solutions sont là. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur tous ces sujets, on a chaque fois besoin que 3 catégories d'acteurs interviennent, les pouvoirs publics, le monde économique et les citoyens qui sont des consommateurs, qui sont des épargnants, qui sont des salariés et donc qui ont chaque fois qui ont de nombreux attachements avec le climat et avec ces décisions. Et on a chaque fois besoin qu'il y en ait un ou deux qui agissent ensemble et que le troisième acquiesce. Mais rien ne peut se faire sans ces 3 acteurs. Alors justement, merci, très bon levier de transition pour les questions suivantes, qui sont celles de savoir, au niveau des États, des entreprises et des particuliers, que faut-il faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Et on avait prévu de commencer par les États, mais j'ai envie de revenir au terrain. Fabrice, qu'est-ce que, en tant que particulier, individuel, nous pouvons faire chaque jour, tu as commencé d'en parler tout à l'heure, pour diminuer nos émissions? Il faut d'abord commencer par prendre conscience que les émissions, c'est l'affaire de tous, comme le disait Claire, de tous les acteurs, et que donc, comme chaque personne, nous avons un impact par notre mode de vie. Mode de vie qui est en particulier contraint, hein, on est obligé de travailler pour se nourrir, on ne choisit pas forcément son logement, il faut bien s'habiller, et en fait découvrir quelles sont les marges de manœuvre qu'on a au sein de ces contraintes. Ce que je conseillerais, moi, à une personne qui voudrait rentrer un peu dans cette dynamique, c'est de commencer par faire son bilan carbone individuel. Il y a des outils qu'on peut trouver sur Internet assez faciles. Vous rentrez combien de kilomètres vous faites en voiture par an, qu'est-ce que vous mangez, comment vous vous habillez, etc., où est-ce que vous placez votre argent, et ça vous propose une petite estimation de vos émissions et de leur répartition. Ça vous permettra de prendre conscience comment vous vous situez par rapport à la moyenne des Français, si pas par rapport à la moyenne mondiale, vous serez probablement très élevé si vous habitez en France, mais par rapport à la moyenne des Français, et surtout, regardez, c'est quoi là où vous avez le plus d'impact. Et donc, ça te permet de vous réinterroger sur une ou l'autre pratique, et qui va être différente pour chacun de vous. Mais ce que vous allez trouver, c'est que systématiquement, comme on l'a dit pour la France, ou pour un pays qui doit regarder l'ensemble de ses secteurs d'activité, vous allez devoir regarder l'ensemble de vos éléments du mode de vie. Il y a un exemple que j'aime bien citer, que j'ai évoqué quand on a parlé d'agriculture, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est 27% des émissions en moyenne pour un Français. C'est-à-dire que la production agricole, la transformation agroalimentaire et vous, votre consommation d'énergie quand vous préparez votre cuisine, tout ça, ça fait 27% de vos émissions, c'est-à-dire un gros quart. Donc, on ne peut pas ne pas travailler là-dessus. Et donc, commencer à réfléchir sur cet élément, c'est vous donner l'opportunité,
3 fois par jour de faire un acte de militantisme écologique en choisissant votre menu. Vous pouvez le faire à la maison en faisant vos courses, vous pouvez le faire aussi à la cantine de l'entreprise ou que si vous êtes encore lycéen ou à l'école, dans la cantine de votre école. Et donc là, en choisissant de prendre du bio, en choisissant de baisser la consommation de viande, en choisissant de baisser les quantités, éviter qu'à la cantine on vous serve une énorme louche si vous n'êtes pas très faim, tout ça, c'est des petits gestes qui permettent déjà de gagner 10%, 20% sur ce secteur-là. Ensuite, il y a aussi le secteur des transports. Claire avait dressé le panorama. Nous sommes tous usagers des transports. Nous avons tous à nous réinterroger. Et à l'ADEME, nous poussons beaucoup les modes de déplacement actifs, la marche et le vélo. Je suis moi-même un cycliste chevronné. Et donc, je vous invite à saisir l'opportunité du déconfinement. Beaucoup de collectivités ont fait l'effort de mettre en place des pistes cyclables. Il y a un forfait coup de pouce qui vous paye la réparation de votre vélo mis en place par le gouvernement. C'est l'occasion de vous remettre au vélo, qui n'a que des bénéfices. C'est plus rapide, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement, c'est tout bénef. Donc, avec un casque. Avec un casque, bien sûr, et en respectant le code de la route. Donc, le transport, c'est un vaste domaine. Et je voudrais aussi parler aussi des consommations cachées. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre de la France. Vous avez dit 30% le transport, 20% pour industrie, agriculture et bâtiments. Mais il y a toutes les émissions qu'on importe quand on achète des biens fabriqués à l'étranger. On a désindustrialisé la France malheureusement pendant ces 30 dernières années. On a envoyé les usines dans des pays à plus bas coût, mais eux, ils ont des mix énergétiques carbonés, eux, ils ont des normes anti-pollution qui sont moins strictes que les nôtres. Et donc, quand vous achetez un produit fabriqué à l'étranger, il emporte derrière lui tout son bilan carbone des émissions qui ont été faites là-bas, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Pour vous donner une idée, l'empreinte carbone de la France, c'est presque le double de ses émissions carbone territoriales. C'est-à-dire que nous importons quasiment autant d'émissions de carbone que nous émettons sur le sol. Et donc, quand vous consommez, vous devez regarder aussi le bilan carbone de ce que vous consommez. Alors, c'est difficile parce que l'affichage environnemental n'est pas encore bien développé sur les produits. Mais commencez par vous poser la question de la sobriété. Ai-je vraiment besoin de ce que j'achète? Est-ce que je ne peux pas prolonger la vie de l'objet que j'ai? Est-ce que je ne peux pas le faire réparer? Est-ce que je ne peux pas le réutiliser? Est-ce que je ne peux pas faire un achat d'occasion? Toutes ces questions-là doivent vous permettre de changer un peu les comportements. Dites-vous qu'on achète 2 fois plus de vêtements par personne aujourd'hui en France qu'il y a 15 ans. Pourtant, on s'habille le même nombre d'heures par an. Donc, il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, il y a un moment où on a oublié un facteur limitatif et qu'il faut qu'on réintègre. Et puis, quand vous allez acheter votre vêtement, regardez si vous pouvez l'acheter avec du coton bio. Regardez aussi les conditions sociales dans lesquelles il est fabriqué, parce que tout va ensemble, hein, tout est lié, on ne peut pas laisser le social de côté. Et voilà, donc, prenez chaque secteur de votre vie et puis réinterrogez et vous allez trouver que vous pouvez gagner. Et en général, vous gagnerez aussi en qualité de vie. Tu nous disais que toi, dans ton bilan carbone, c'était le fromage qui t'avait surpris. Oui, voilà, vous saurez tout sur mes goûts et mes travers. C'est effectivement que quand vous regardez dans l'alimentation, c'est bien sûr la viande rouge qui ressort en premier. Puis si vous avez baissé un peu la viande, les laitages arrivent assez vite un peu sur le haut de la pile. Mais déjà, si vous avez baissé votre consommation de viande, ça baisse largement vos émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. Je crois que c'est l'agneau dont le bilan carbone est le plus mauvais. Merci beaucoup, Fabrice. Je vais passer la parole à Claire, qui est sur son sujet de prédilection. Quel est ton regard d'expert sur les actions à conduire en tant que dirigeant d'entreprise pour diminuer notre empreinte carbone? Non, c'est les actions à conduire, je ne sais pas, les actions qui sont déjà conduites. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience, elles ont des obligations de reporting carbone et elles ont surtout aujourd'hui des stratégies carbone. Le dialogue avec leurs actionnaires a accéléré ça, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les membres d'EPE que je connais bien et dans un certain nombre d'autres également, la décarbonation n'est pas devenue une contrainte, elle est devenue un axe stratégique, voire même le premier axe stratégique sur les matériaux, sur la construction, sur le transport. Je veux dire que l'axe stratégique de Renault aujourd'hui, c'est de réussir cette conversion qui est extraordinairement difficile parce qu'il faut à la fois baisser des choses, en monter d'autres, quand même garder des emplois, changer de technologie, changer l'outil industriel et changer les consommateurs. Donc, on a un alignement à refaire ou une transformation ordonnée qui doit passer par de nombreux niveaux et maintenir la cohérence là-dedans, c'est un enjeu stratégique et je pense que c'est le premier chez Renault.
Et je pense que c'est la même chose dans un certain nombre d'autres grands secteurs. Distribution se pose la même question, la construction, les nombreux secteurs industriels et le secteur financier également. Enfin, je voyais dans les questions quid si les actifs fossiles valent zéro. Ils ne vont pas valoir zéro tout de suite parce que personne, on ne va pas faire la transition immédiatement, instantanément. Donc, il y a encore des perspectives. Mais aujourd'hui, les investisseurs qui investissent dans des entreprises d'énergie regardent ils ne regardent pas leur portefeuille actuel, ils regardent leur trajectoire, la trajectoire qu'elles se donnent et les évolutions qu'elles regardent. Et ils commencent à y voir un vrai savoir-faire. Donc, normalement, on devrait voir non pas des effondrements, mais une transition avec des hauts et des marches, hein, mais qui va être le plus continu possible. Et je pense que dans cette harmonie ou cohérence de la transition du système économique, c'est une des conditions importantes pour que ça marche bien. Ce maintien de cohérence. Donc voilà, je pense que si on prend l'exemple de matériaux de construction, Saint-Gobain est dans cette logique-là, Total est dans cette logique-là, enfin donc des très très grandes entreprises qui ont un énorme sujet n'ont pas perdu toute leur valeur en bourse parce que justement elles ont montré qu'elles avaient une capacité à développer des stratégies dans les secteurs de l'avenir. Merci beaucoup. Je ne pose pas d'autres questions parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Fabrice, parce nous recevons beaucoup de questions. Est-ce que nous nous étions dit, et j'aurais dû le préciser en introduction de ce webinaire, nous nous étions dit que nous adresserions les questions un petit quart d'heure avant la fin du webinaire. Donc, il est 18h43, dans quelques minutes. Mais on n'a pas tout à fait traité l'enjeu de savoir ce qu'il faut attendre des États pour lutter contre le dérèglement climatique. Fabrice, est-ce que tu peux, peut-être qu'on ne va pas pouvoir traiter tout le sujet, mais soit nous diriger un petit peu sur ce point, soit nous donner peut-être tes coups de cœur sur la Convention citoyenne pour le climat? Alors, qu'attendent des États? D'abord, une précision. Claire a dit qu'il y avait 3 acteurs qui allaient faire bouger ensemble. Il y en a un, c'était les pouvoirs publics. Et dans le pouvoir public, il y a les États, mais il y a aussi les collectivités. Et donc, plus on va avancer en transition, plus on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui se relocalisent, se reterritorialisent, et les collectivités vont avoir un rôle important. Les États, elles vont être plus sur le rôle réglementaire, qui veut donner l'homogénéisation, le rôle fiscal aussi, qui peut être un levier important. Claire a évoqué la question de la taxe carbone, avec toutes les limites qu'il peut y avoir, et le rôle aussi d'incitation par des subventions qui peuvent être apportées pour changer les comportements des gens. Et bien sûr, il y a aussi l'élan politique qui peut être donné au niveau national, comme on l'a vu sur le fait d'organiser la Convention citoyenne. C'est un bel exemple de quelque chose qui montre qu'une intention de priorité suffisante pour faire quelque chose d'innovant en termes de politique en réunissant ces citoyens pour se pencher sur la question du climat. Donc voilà un peu comment se positionnent, à mon avis, les États. Il ne faut pas oublier l'Europe à notre niveau qui est un supranational, mais qui est la bonne échelle pour travailler sur un marché suffisamment important qui nous permet de mettre en place des mesures de protection, notamment en lien avec une taxe carbone, de mettre un mécanisme aux frontières pour protéger nos entreprises. Voilà, c'est aussi un autre rôle côté État. Si je reviens maintenant sur la question de la Convention citoyenne, moi j'ai trouvé ça c'est un exercice extrêmement intéressant parce qu'il a montré que des citoyens qu'on a pris vraiment au hasard dans la population française représentative de l'ensemble des couches de la population, si on leur donne le temps de s'interroger, de prendre conscience, de parler avec les experts, ils arrivent après quelques mois à un niveau de maturité qui est excellent et surtout à proposer des mesures très courageuses. C'est-à-dire que ça montre qu'on peut tous rentrer dans la transition écologique pourvu qu'on nous donne les moyens de nous y investir. Et alors, je vais donner 2 coups de cœur sur les mesures qu'ils ont proposées. Le premier, c'est qu'ils ont bien vu que pour arriver là où ils en étaient, ils ont dû s'informer et ils ont fait des propositions sur l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez à mon sens. Ça ne sert à rien d'aller à l'école, au lycée pour apprendre des matières qui sont déjà obsolètes parce qu'elles sont fondées sur les méthodes du XXe siècle. Si vous faites un cours d'économie au lycée ou même en enseignement supérieur et que vous n'avez pas intégré l'économie circulaire, que vous n'avez pas intégré les questions de finances durables, ça ne sert à rien. Vous allez vous planter dans votre vie professionnelle. Donc, investir le champ de l'enseignement et pour former
dès le plus jeune âge les gens aux enjeux de la transition, c'est fondamental et les citoyens l'ont bien vu. Deuxième coup de cœur, c'est les actions qu'ils ont proposées sur la consommation. J'ai parlé un peu des enjeux de consommation, de nos modes de consommer qui jouent. Le consommateur doit changer, mais il faut reconnaître que le consommateur est sous influence, notamment du marketing. Et donc, les citoyens ont fait des propositions pour essayer de raisonner un peu la publicité. Nous, on a travaillé à l'ADEME sur la notion de marketing responsable. C'est tout à fait possible d'avoir une entreprise, comme le citait Claire, qui se met dans une trajectoire de transition écologique, qui continue à vendre des produits éco-conçus en ayant souci de baisser leur impact et qui va amener les consommateurs à préférer ces produits-là. Mais si vous restez sur une logique de publicité, je ne vais citer qu'un exemple, nos constructeurs automobiles qui se lancent sur l'électrique à fond et qui font des pubs que pour les SUV, ça ne peut pas marcher. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec les citoyens qui proposent de réguler la publicité pour qu'elle oriente vers des comportements responsables de consommation. Merci beaucoup. Claire, quel est ton regard sur ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Je trouve qu'elles sont d'abord, elles couvrent tout. Ils ont vraiment compris énormément de choses, donc je trouve ça extrêmement encourageant. Je vais donner mes coups de cœur aussi. D'abord, réagir sur la publicité. La publicité, c'est un des sujets qui sont sortis. Je vois dans les questions, il y a des questions sur la croissance, la valeur. On a besoin de construire un nouveau modèle de croissance. Les valeurs ne sont pas les mêmes. On continue à avoir de la croissance économique. On a vérifié la compatibilité de ZEN 2050 avec la croissance, mais on donne un prix au carbone, donc on donne du prix à des choses qui aujourd'hui n'en ont pas. Ça n'est pas la même croissance, même si c'est une croissance économique. Et donc, effectivement, pour changer un système de valeurs, il faut bien que les messages soient cohérents et les entreprises ont pris conscience à travers ZEN de leur responsabilité dans le fait que les modèles de consommation désirables, c'est celui qu'elles doivent projeter vers leurs consommateurs. Donc, il y a aujourd'hui une réflexion qui est en cours sur ce sujet de la publicité. Alors, on verra qui de l'action volontaire ou de la réglementation arrive le premier, mais en tout cas, la pression est bien là. Mes deux coups de cœur à moi, le premier, c'est le bâtiment. Les citoyens ont fait quelque chose d'extrêmement courageux. Ils ont proposé ce que personne avant eux n'a osé proposer, qui est une obligation de rénovation, et que nous croyons, ça fait partie des recommandations de ZEN, c'est là quand je dis ça rend compte, on ne sait pas faire bouger un parc de bâtiments assez vite par rapport aux échéances qui nous restent avant 2050, sauf en mettant des obligations de rénovation globale. C'est-à-dire qu'il nous reste 30 ans. En 30 ans, on a le temps de rénover chaque bâtiment une fois à fond. On n'a pas le temps de rénover chaque bâtiment en 5 fois parce que ça fait trop de chantiers. Les propriétaires ne peuvent pas faire un chantier tous les 3 ans. C'est lourd, c'est compliqué, ça se finance, on ne sait pas si c'est rentable, ce n'est pas cohérent avec les précédents. Cette obligation de rénovation globale pour les copropriétés, en commençant par les passoires et en continuant avec les moins passoires, tous les bâtiments qui doivent être mis à BBC doivent être mis à BBC en 20 ans, 25 ans. Et pour les maisons individuelles, ils ont aussi une démarche extrêmement rationnelle qui consiste à dire, pour que ça soit le moins cher possible, il faut faire cette rénovation globale et la rendre obligatoire au moment des transmissions. Vous vendez une maison, vous allez de toute façon il y a de fortes chances que vous héritez d'une maison, il y a de fortes chances qu'il faille faire des travaux, rendons-les obligatoires à ce moment-là. De toute façon, il y a de l'argent qui bouge, c'est le moment où on mobilise de l'argent, donc c'est le bon moment pour le faire. Rendons-le obligatoire à ce moment-là, également en rénovation globale. Et cette mesure est courageuse et intelligente, et j'espère que le Parlement va la voter, parce que franchement, elle changera vraiment 20% des émissions en 2%. Et puis, mon deuxième coup de cœur, c'est l'artificialisation. J'ai parlé de cette question de biomasse. On a besoin de terre pour faire cette nouvelle biomasse, une nouvelle agriculture, et on a besoin aussi que les villes se densifient. Et donc, je ne sais pas par quel biais ils sont arrivés à leur mesure, mais en tout cas, ils ont des demandes très fortes sur l'arrêt de l'artificialisation, et pas en artificialisation nette, en artificialisation tout court. Ils demandent un vrai ralentissement en nombre d'hectares. Et là aussi, c'est un mécanisme, une recommandation dont j'espère qu'elle va être suivie parce qu'elle est raisonnable. C'est pas on arrête tout, ça permet un certain développement, mais ça change la façon de se développer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez suscité énormément de questions. Merci à celles et ceux qui les ont posées. Du coup, l'exercice pour moi n'est pas facile puisqu'elles apparaissent dans un tout petit carré, d'essayer de les synthétiser
Et on parlait à l'instant de bâtiments. Il y a beaucoup de questions de Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable du groupe Bouygues et qui, par ailleurs, préside le club des directeurs du développement durable C3D. Merci Fabrice de tes questions et merci à toutes et tous. Beaucoup de questions de Fabrice sur la question de la compatibilité. J'essaie de les résumer, Fabrice, pardon, mais sûrement beaucoup moins bien que tu ne le ferais, sur la compatibilité entre la croissance et la transition finalement, et notamment la croissance telle que nous la mesurons aujourd'hui, et y compris sur les risques du système financier de ne pas résister à la dévalorisation des actifs qui ont été évoqués pétroliers. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette problématique de compatibilité de la croissance et de la transition? Moi, je crois que j'ai un petit peu répondu tout à l'heure sur, d'une part, la cohérence de la transition pour éviter des chocs trop forts. D'autre part, sur le fait que la valeur n'est pas liée au nombre, à la quantité d'énergie. Il y a des quantités d'exemples qui existent déjà. Enfin, le secteur du luxe, de la culture, de l'assurance ne sont pas liés très fort à la quantité d'énergie qu'ils consomment. Donc, on peut créer de la valeur autrement qu'en consommant de l'énergie. Et je pense que le découplage est possible. Il est difficile, hein, il est très difficile. Je veux dire qu'aujourd'hui, la richesse, c'est d'avoir beaucoup de véhicules lourds et consommant beaucoup, qu'ils soient dans les airs ou sur l'eau ou sur les routes. Au bout d'un moment, peut-être la richesse, qu'est-ce que c'est que la richesse? Un mode de vie confortable, ça va être d'utiliser les services de plus de personnes, de passer à du sur-mesure au lieu de passer à des choses qui ont pris l'avion de Chine, qui ont fait un pot de yaourt, a fait 30 000 km, enfin, entre le couvercle, le pot et le yaourt. Donc, de passer à des choses qui vont être un fermier qui a fait un yaourt pas trop loin et qui est venu sur un véhicule décarboné. Donc, il faut vraiment changer des choses importantes. Le volontaire est important. Je pense qu'il faut réaliser aussi qu'à un moment donné, il faut accepter un certain nombre de contraintes. Mais moyennant ces contraintes, le monde économique, il se satisfait de contraintes. Il sait gérer des contraintes. Si on lui met des contraintes, on a mis des quotas carbone autour de l'Europe. Eh ben, d'une part, on a délocalisé. Ça, c'est dommage. On avait mal compris qu'on avait juste délocalisé. Mais au moment où on a une poussée économique, le prix monte et les mécanismes économiques savent gérer la rareté. Et ils créent de la valeur. Et si on met toutes les émissions européennes sous quota, on aura un prix du carbone qui va monter, ce qui donne un rôle au pouvoir public qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est un rôle de solidarité, qui est essentiel. Il ne faut pas que les prix montent comme ça. Enfin, on a vu le problème des gilets jaunes. Il ne faut pas laisser les prix monter sans gérer la situation des personnes précaires. Mais le prix va monter et on aura un découplage entre les tonnes de pétrole utilisées et la croissance. Merci beaucoup. Alors, Fabrice Boissier, Fabrice Bonifay pose aussi plusieurs questions sur la question de l'hydrogène vert, la capacité de production de l'Europe en hydrogène vert. Quelle est ta vision, Fabrice Boissier, sur le véhicule à hydrogène et la capacité de l'Europe de le produire de façon efficace d'un point de vue économique Alors, l'hydrogène est aujourd'hui un vecteur. Alors, ce n'est pas une source d'énergie, hein, c'est juste un vecteur pour stocker et transporter l'énergie qui attire beaucoup d'attention. L'Europe a lancé aujourd'hui ou hier, je crois, sa stratégie hydrogène. La France est aussi en train d'y travailler. Et donc, il y a clairement un regain d'intérêt sur cette molécule qui a longtemps été annoncée comme la molécule du futur, mais qu'on ne devait pas émerger. Et là, il nous semble qu'il y a quand même une conjonction de facteurs qui fait qu'elle devrait pouvoir trouver sa place dans la transition. Mais on est au tout début et c'est très difficile de réussir à définir, par exemple, la mobilité. Est-ce que demain, l'hydrogène va embarquer tous les véhicules ou seulement une partie? Est-ce que c'est l'électrique qui va garder une partie? Ça va se dessiner progressivement. Ça sera beaucoup aussi une question des progrès techniques qu'on fera sur l'hydrogène. On est sur une technologie peu mature, donc encore assez chère. On ne sait pas encore les abattements de coûts qu'on va obtenir sur les piles à combustible, sur l'électrolyse, et c'est ça qui va déterminer un peu sa place. En tout état de cause, l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on peut la produire à partir d'électricité renouvelable, donc ça fait de l'hydrogène vert, et que l'électricité renouvelable, on a un potentiel en Europe important. Donc l'Europe est en capacité d'être productrice d'énergie qui se transforme en carburant hydrogène, là où aujourd'hui, on est en train d'importer des énergies fossiles. Et ça me permet de rebondir un peu sur les questions sur
la croissance économique sur laquelle Claire a déjà répondu, il y a un facteur important, c'est quand on va faire notre transition, on va reterritorialiser une bonne partie de la valeur ajoutée et donc on va peut-être moins générer de consommation de matière, etc., mais générer plus de valeur ajoutée sur le territoire et donc peut-être avoir une croissance plus inclusive. Donc voilà, il faut aussi qu'on accepte, comme le disait Claire, de considérer qu'on avait un modèle économique qui a corrélé énergie et croissance, mais qu'on peut inventer un nouveau modèle économique dans lequel cette corrélation ne sera plus valable. Merci beaucoup. Alors, Béatrice de Monlot, qui a été directrice du développement durable de ABN AMRO, nous demande ce que vous pensez de l'idée que nous ayons chacun un quota carbone individuel par an. Alors, je peux essayer de tenter une réponse. Bon, à l'ADEME, on pousse vraiment sur le fait qu'il faut s'engager dans une transformation radicale de nos systèmes au niveau individuel et collectif. Ça, c'est clair. Maintenant, je crois qu'il faut éviter de prendre des mesures qui soient clivantes et qui braquent les gens. On l'a vu avec l'échec de la taxe carbone et les gilets jaunes. On l'a vu avec la discussion sur les 110 km/h que la Convention citoyenne a failli proposer, qui n'a pas été retenue. Personnellement, je pense qu'il est extrêmement bénéfique de rouler à 110 km/h sur l'autoroute parce que c'est un gain en CO2 énorme, c'est un gain économique pour la personne qui roule, ça diminue les accidents et ça fait des gains de temps qui sont la perte de temps est assez peu significative. Mais cette mesure n'est pas acceptable parce qu'elle divise le corps social. Donc, il faut qu'on comprenne qu'une transition écologique, c'est une transition de société. Donc, on ne peut pas y aller à quelques-uns en disant « nous, on fait la transition, on y va dans cette direction ». Si le reste ne suit pas, ça ne sert à rien. Et donc, la logique de quota carbone individuel, je pense qu'on n'a pas la maturité aujourd'hui sociétale pour aller dans une mesure de ce type-là. On a un peu tendance à toujours préférer en disant il faut interdire, il faut interdire, il faut… mais commençons par expliquer et pousser les gens à changer leur comportement. On peut y arriver aussi. Il n'y a pas que le coercitif qui marche. Et à l'ADEME, on a beaucoup d'exemples. On a fait des défis famille et énergie positive. Les gens, de leur propre chef, ont réduit leur consommation de 15%. On a fait des défis famille zéro déchet. Les gens arrivent à diminuer complètement leur production de déchets. On ne les a jamais contraints. Simplement, on leur a expliqué, on les a mis dans une dynamique où ils y voient un intérêt et ils avancent. Commençons déjà, je reprends l'exemple des 110 km/h, commençons par communiquer aux gens pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont gagner à rouler à 110 km/h. Le bien-être que ça peut leur apporter en économie, le fait que ça a un impact sur l'environnement. Je suis sûr qu'on peut changer les comportements des conducteurs sans passer par la coercition. Et puis les gens qui seront pressés, ils continueront à rouler à 130, mais s'il y a 5% des gens qui roulent à 130, on aura gagné la partie. Voilà, donc moi je pense que la coercition, s'appuyer que sur le volet de la coercition est quand même très risqué et risque de nous faire perdre des années précieuses. Oui, non à l'écologie punitive. Il y a aussi des difficultés techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on compte chaque objet, voilà ma tasse, est-ce quelle empreinte carbone est là, etc. Donc la carte carbone individuelle est quand même un système extrêmement compliqué. On peut faire à peu près aussi bien en faisant un quota carbone européen sur l'ensemble des émissions, qui pose d'autres problèmes sociaux, mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus prendre des systèmes trop compliqués pour le plaisir des compliqués. Le temps de ce webinaire arrive à échéance. C'est très frustrant parce qu'on a encore 1000 questions à vous poser. Merci infiniment, c'était absolument passionnant. Je recommande à chacune et chacun des participants de passer beaucoup de temps sur le site de chacune de vos deux organisations sur lesquelles il pourra trouver énormément de conseils. Là, je pense à l'ADEME sur les moyens en tant qu'entreprise de mesurer sa consommation, ses émissions et puis d'agir. Et puis en tant que personne privée, de partir en vacances de façon plus responsable et enfin tous les actes de la vie, de s'alimenter, etc. Vous avez fait des travaux remarquables à l'ADEME. Je vous invite tous à les consulter. Et puis, Entreprise pour l'environnement également, vous avez contribué de façon majeure à la réflexion et à l'action en faveur de comportements plus sobres des entreprises et de stratégies renouvelées, y compris encore ce matin en publiant une étude avec le Boston Consulting Group. Que tu veux juste en dire un mot, Claire, un mot juste? Merci, oui, qui est une étude qu'on a faite, le résultat d'une enquête qu'on a faite. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont dû voir une tribune qu'on a fait paraître début mai pour dire mettez l'environnement au cœur de la relance post-crise.
Et effectivement, ça nous paraissait important qu'on ne sépare pas les deux de façon à… Voilà, on ne peut plus se permettre de retarder en fait la transition écologique. Pendant cette réflexion est venue l'idée de dire mais oui, mais comment on fait pour faire les deux? Et donc comment on fait pour faire à la fois relance verte et résilience? Et on a donc fait, le BCG a fait donc cette série d'une quarantaine d'entretiens dont le résultat vient d'être publié et qui donne un certain nombre de recommandations qui montrent que la matérialité des risques extra-financiers est très bien perçue maintenant qu'il y a eu le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est un saut qualitatif. Les risques extra-financiers, c'est quand même aussi des choses qui coûtent cher et qui font des catastrophes économiques, alors qu'avant, c'était un peu théorique. Donc, je pense que dans notre pays, c'est le premier cas de risque extra-financier aussi matériel. Donc, et ça marque. Et après, il y a des facteurs de résilience, il y en a de nombreux, mais en particulier le télétravail, donc le digital en est un, les partenariats, les chaînes de valeur vont être remodelées par cette expérience pour justement les rendre plus résilientes, avec peut-être un peu de relocalisation, mais il ne faut pas rêver, et avec de l'innovation et de la coopération entre acteurs. Donc, on a identifié ces facteurs qui peuvent aller aussi au service de en tout cas être complètement compatible et cohérent avec une transition écologique qui démarre tout de suite. Voilà, donc c'est disponible sur notre site internet et celui du BCG. Merci Claire. Un mot peut-être de conclusion, Fabrice? D'abord, te remercier de ton initiative d'organiser ces webinaires qui me paraissent très utiles. J'avais écouté le premier et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis voilà, de partager les enjeux et surtout se dire que voilà, maintenant c'est l'heure de se retrousser les manches collectivement là où on est, comme entreprise, dans les pouvoirs publics ou en tant que simple citoyen, et que c'est la seule manière de nous permettre de préserver un avenir durable et souhaitable pour l'ensemble de nos concitoyens et des citoyens du monde. Voilà, donc pour le mot de la fin, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on ne peut pas parler de transition écologique sans penser à l'aspect solidaire de cette transition, que ce soit au niveau national ou international, sinon on ira dans le mur. Merci beaucoup. Merci à chacune et chacun de vous et à bientôt pour notre prochain webinaire à la rentrée. Bon été d'ici là. Merci pour vos questions qui étaient très bonnes et qui nous font réfléchir, même si on n'a pas eu le temps de répondre. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.